Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur le Boucher. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'exercice 4 qui porte sur les convergences, la nature des intégrales généralisées. Nous allons revoir toutes les techniques permettant de montrer qu'une intégrale est convergente ou divergente à travers des exemples concrets. Alors cet exercice a pour but de présenter les différentes manières de montrer la nature, la convergence d'une intégrale impropre et, si possible, la calculer. Alors il y a deux grandes familles, il y a les fois où on peut calculer la limite et donc l'intégrale, et puis il y a les fois où on ne peut pas les calculer, on va procéder par comparaison. Donc quatre grandes familles. La première famille, ça va être de calculer en posant une intégrale sur un segment, l'équivalent pour les séries de poser des sommes partielles, on pourrait appeler ça une intégrale partielle, et puis faire la limite du résultat qu'on a trouvé. On tombe alors dans les techniques de calcul d'intégrale, trois grandes techniques. Remarquez qu'il y a une primitive, procéder par intégration par partie, ou le changement de variable, ce qu'on va revoir aussi dans cette vidéo. On peut utiliser des intégrales de référence, puisque désormais, nous connaissons, par exemple, avec exponentielle moins t carré, ça fait penser à une intégrale de Gauss. On peut reconnaître des intégrales gamma, on peut reconnaître des intégrales de puissance, etc. Là encore, il peut arriver qu'on puisse calculer ces intégrales-là, vu qu'on connaît les résultats sur les intégrales de référence. Mais la plupart du temps, on doit comparer avec des intégrales, donc soit en utilisant un petit o, soit un équivalent, voire une inégalité. Dans un dernier cadre, on a les intégrales faussement impropres. Les intégrales faussement impropres sont des intégrales qui ne sont pas continues sur le domaine d'intégration, mais quand on fait la limite, par exemple pour cette première en 0, on va s'apercevoir que ça fait un nombre fixe, un nombre réel, et donc on va pouvoir prolonger notre fonction par continuité pour obtenir une fonction qui est bien continue. Et en fait, il n'y a pas de problème en 0, problème entre guillemets. Cette intégrale finalement se calcule comme une intégrale normale, et donc elle existe et il n'y a rien d'autre à démontrer. Voilà. Alors on commence directement par les cas où on va chercher à calculer l'intégrale. Bien entendu, la difficulté de cet exercice, ça va être, là les cas sont classés, mais la difficulté c'est quand vous avez une intégrale, on ne va pas vous prévenir dans quel cas vous vous trouvez. Et il faut très rapidement remarquer, est-ce que je peux la calculer, est-ce que je peux la comparer, etc. On peut faire la remarque également qu'il est peut-être possible de d'utiliser les comparaisons pour montrer que ces intégrales convergent. Mais comme ici on nous demande de calculer la limite, ça c'est vraiment une indication très très importante quand vous avez besoin de calculer l'intégrale. Forcément, c'est qu'il y a un moyen dans l'exercice de pouvoir la calculer, et donc ça vous aiguille sur la méthode à choisir. Alors la méthode est toujours la même. On regarde la continuité de la fonction à l'intérieur de l'intégrale, qu'on appelle l'intégrande. Cette fonction 1 sur x ln de x est continue. Sur 0, 1. Il y a un problème en 0 puisque évidemment ln n'est pas défini en 0 et 1 sur 0 n'existe pas. Et puis il y a aussi un problème en 1 puisque ln de 1 vaut 0 et donc ça fait un quotient nul. Donc là on a un double problème. On se souvient que si l'intégrale pour que l'intégrale soit convergente, il faut que les deux problèmes soient résolus. Alors, on va fixer un nombre entre 0 et 1, on prend n'importe quoi, mais souvent on prend le nombre le plus logique, donc là on va prendre 1/2, et on va étudier les deux parties. On peut remarquer que au brouillon ou dans notre réflexion que x, 1 sur x ln de x, c'est une primitive usuelle. Alors il faut le voir comme 1 sur x sur ln de x, et la primitive de cette fonction-là, donc u' sur u,
c'est ln de ln de x. Okay, la primitive de u' sur u, c'est ln de u en valeur absolue. Donc ln de valeur absolue de ln de x. Pourquoi je fais ce travail? C'est pour savoir s'il y a des chances que notre intégrale converge quand on fait tendre x vers 0. Quand on fait tendre x vers 0, ceci donne moins l'infini, avec une valeur absolue plus l'infini, ça va faire plus l'infini. Quand on fait tendre vers 1, ln de 1 tend vers 0, ln en 0 fait moins l'infini, donc ça diverge. Et ici, a priori, les deux côtés 0 et 1 vont nous donner quelque chose de divergent, donc peu importe celui qu'on traite. Ce qui aurait été dommage, c'est de s'apercevoir que un côté est convergent, l'autre côté est divergent, et du coup faire tout le travail pour montrer que ça converge en 1 par exemple, puis ensuite s'apercevoir que ça diverge en 0, et du coup on a fait tout un travail qui ne servait à rien et qui nous fait perdre du temps. Donc ici, on étudie, alors toujours très intéressant, ces phrases qui ont l'air un peu en trop, mais en fait c'est vraiment pour dire au correcteur ce que vous êtes en train de faire. Donc là on étudie l'intégrale de 0 à 1,5 de 1 sur x ln de x, soit on va l'appeler alpha appartenant à 0, 1,5. On calcule. Vraiment voilà pour préciser à chaque fois qu'est-ce que l'on fait. Donc alpha 1,5, là ça pose plus de problème puisque le alpha, entre alpha et 1,5, la fonction est bien continue sur un segment. On a déjà la primitive puisqu'on y a réfléchi avant, donc c'est ln de x entre alpha et 1,5. Ce qui nous donne ln de 1,5 moins ln de alpha. Or, la limite quand alpha tend vers 0 de ln en valeur absolue de ln de alpha. Alors on pourrait détailler, hein, on l'a fait à l'oral, ln de alpha tend vers moins l'infini, avec les valeurs absolues ça fait plus l'infini, et ln de plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x ln de x est divergente. Là encore, c'est un petit raccourci puisque le raisonnement complet, c'est que l'intégrale de 0 à 1,5 de 1 sur x ln de x est divergente, et donc l'intégrale entière l'est aussi. Ici, on peut quand même aller un peu plus vite. Pour la question B, on va refaire la même étude. Donc, vous voyez, le début, c'est toujours le même. La fonction qui à x associe ln de x sur racine de x. Donc ln est compris sur 0 plus l'infini ouvert en 0, donc déjà 0 pose problème. Racine de 0, ça existe, mais on ne peut pas diviser par 0. Donc il y a un problème en 0, par contre cette fois-ci il n'y a plus de problème en 1, puisque racine de 1 ne pose pas de problème, et ln de 1 ça vaut 0. Donc cette fonction est continue sur 0, 1. Une remarque, hein, continue à écrire en toutes lettres sur un sujet, sur une copie, soit alpha appartenant à 0,1. On calcule, ici on n'a pas besoin de se dire où est-ce qu'on va prendre le alpha, puisque évidemment on a directement le 0 à remplacer. Alors, par contre, pour le calcul, il va falloir se poser la question. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une primitive que l'on connaît, un peu comme le 1 sur x ln de x. Vous voyez, ce n'était pas une primitive qui nous paraissait assez évidente. Ici, on peut faire des recherches, mais en fait, on va avoir u' sur racine de u, qui est la plus proche, sauf que racine de u, c'est tout simplement x, et là, on a du ln.
ou alors du U' sur U, mais encore une fois, c'est pas cohérent avec le ln. Bref, il n'y a pas de formule, en tout cas, auxquelles on pense directement, qui paraissent faciles. L'autre possibilité, quand on a puissance et ln, qui sont multipliés, ça va souvent être de faire une intégration par partie. Pourquoi? Parce que on sait que ça va souvent fonctionner, le ln de x, quand on le dérive, va donner 1 sur x, donc une fonction puissance. Donc par intégration par partie, on va poser les éléments qui constituent notre intégration par partie, donc u de x, ça va être la fonction à dériver, donc ici c'est ln de x, qui en la dérivant nous donne 1 sur x, et v de x, alors v' de x, c'est 1 sur racine de x, dont une primitive est... Alors très important, si vous ne connaissez pas par cœur la primitive de 1 sur racine de x, vous pouvez toujours repartir à x puissance moins 1 demi. Et comme normalement vous connaissez la primitive de x puissance alpha, hein, x puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1, eh bien il n'y a plus qu'à remplacer les alpha par moins 1 demi. Bon là, on reconnaît aussi que c'est la dérivée de racine de x. C'est la dérivée de racine de x, mais il manque un 2, puisque la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc, il ne faut pas se tromper, il faut le rajouter en haut, puisqu'il va être simplifié une fois que on obtient. Les fonctions u et v sont de classe C1, attention, c'est l'hypothèse toujours de l'intégration par partie. Donc, sont de classe C1 sur... on est sur alpha 1. Donc, l'intégrale de alpha à 1 de ln de x sur racine de x dx. Et là, vous utilisez la formule, la façon de faire que vous voulez. Moi, je prends d'abord ma diagonale, u et v, qui me donne 2 ln de x racine de x, entre 0 et 1, entre alpha et 1, moins, on avait uv', et du coup, maintenant, il nous faut u'v, donc moins l'intégrale de alpha à 1 de 2 racine de x sur x dx. Ceci nous donne ln de 1 fois racine de 1, c'est-à-dire 0, moins 2 ln de alpha racine de alpha, moins, alors cette intégrale, hein, on rappelle sur un brouillon que racine de x sur x, c'est 1 sur racine de x, donc en fait c'est quasiment la même que l'intégrale d'avant, sauf qu'il y a un 2 devant que je peux sortir, et ça nous donne 2 racines de x, entre alpha et 1, encore une fois. On obtient donc moins 2 racine de alpha ln de alpha, moins 2 fois 2, moins 2 racines de alpha. Ce qui nous donne moins 4, plus 2 racines de alpha, moins 2 racines de alpha ln de alpha. Et on se demande si, quand alpha tend vers 0, cette quantité-là a bien une limite finie. Alors la réponse va être oui, puisque la limite quand alpha tend vers 0 de racine de alpha, eh bien c'est 0. Et la limite de racine de alpha ln de alpha, celle-ci peut vous sembler un petit peu moins facile puisque c'est 0 fois moins l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Cette forme indéterminée, vous la connaissez, c'est 0 par croissance comparée, puisque la racine carrée, c'est une fonction puissance, c'est puissance 1,5, et donc c'est la racine carrée qui va l'emporter sur le log. Attention à bien noter que c'est par croissance comparée qu'on a ce résultat-là. Donc finalement, l'intégrale de 0 à 1 de ln de x sur racine de x dx converge. Ce qui est bien dans cette méthode, c'est que non seulement ça converge, et en plus,
ça vaut moins 4. On peut réécrire l'intégrale égale moins 4. Alors, dès qu'on a un résultat négatif, je vous avais dit dans une précédente vidéo qu'il faut toujours vérifier que la fonction à l'intérieur est bien négative aussi. Et c'est le cas puisque ln entre 0 et 1 est une fonction négative, racine est une fonction positive, donc le résultat est négatif et donc c'est logique d'obtenir un résultat négatif. On termine cette première question avec le changement de variable. Alors le changement de variable est souvent proposé, hein, comme je vous l'avais dit. Donc on s'intéresse à l'intégrale de 1 à plus l'infini de ln de x sur x carré. La fonction qui à x associe ln de x sur x carré, elle est continue sur 1 plus l'infini. Donc déjà, il y a un problème en plus l'infini, c'est là où l'intervalle est ouvert. Alors, on n'est pas obligé cette fois-ci d'utiliser un grand X pour calculer. On peut directement faire le changement de variable, mais dans ce cas, il nous faut soit un brouillon, soit c'est quelque chose que vous pouvez mettre également dans votre copie, hein, presque, puisque ça reste intéressant. Donc on a t égale ln de x, on a dt égale 1 sur x dx, on a les limites de ln de x sur x carré quand x tend vers 1, ça va donner 0, et la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x carré, ça donne plus l'infini. Alors, pour appliquer le théorème de changement de variable, il faut deux choses. Déjà, rappeler les hypothèses. Le changement de variable t égale ln de x est strictement monotone, ici croissante. Alors c'est un abus de langage, hein, puisque un changement de variable n'est pas vraiment strictement croissante. C'est bien sûr la fonction ln qui est strictement croissante, mais par abus de langage, on obtient ceci. Le changement de variable est strictement croissante et de classe C1. Encore une fois, c'est la fonction, hein, qui est de classe C1. Donc, les intégrales de 1 à plus l'infini de ln de x sur x carré dx et l'intégrale de 0 à plus l'infini, là je prends les bornes, ln de x va être remplacé par t. On va avoir 1 sur x dx qui va valoir dt. Mais il me reste du... Je vais mettre en rouge parce qu'on n'a pas le droit d'écrire. Il me reste du x. J'ai plus le droit d'avoir de x. Donc le ln de x, j'ai pu le remplacer par t. Ce qu'il faut voir, c'est que du coup, le x, il vaut exponentielle de t. Donc ici, hop, on supprime le x et on a exponentielle de t. D'ailleurs, je ne vais pas le mettre comme ça. Je vais le mettre ici. Or, la deuxième intégrale, et là, si vous voulez vous éviter un changement, une intégration par partie et beaucoup de calculs, mais il faut remarquer que la deuxième intégrale, c'est une fonction gamma. C'est gamma de 2. Or, gamma de 2 converge et vaut d'ailleurs 1. C'est 2 moins 1 factoriel. Puisqu'on sait que gamma de n plus 1, c'est n factoriel. Hein. C'est un résultat du cours. Donc, l'intégrale de 1 à plus l'infini de ln de x sur x carré dx converge et vaut 1. Voilà pour ces exercices qui reprend les calculs, évidemment, que l'on connaît sur les intégrales. Il faut juste passer à des intégrales tronquées. Alors, sauf dans le dernier cas où le changement de variable peut se faire directement avec l'intégrale qui n'est pas tronquée, ce qui permet d'observer des intégrales connues. Alors, dans cette deuxième question, on va utiliser les intégrales de référence.
ce qui va nous permettre de gagner beaucoup de temps, à la fois en temps de calcul, mais aussi pour montrer qu'elles sont convergentes. La première a l'air compliquée à étudier, on pourrait penser à l'étudier avec une équivalence, mais en réalité, racine de t au cube plus 4 sur t racine de t, c'est égal à t puissance 1 tiers sur t puissance 1 plus 1 demi, donc c'est 3 demi, plus 4 fois 1 sur t puissance 3 demi, et que le t puissance 1 tiers donc, va passer en bas, ça va faire 1 sur t puissance 3 demi moins 1 tiers, donc 9 sixièmes moins 2 sixièmes, c'est t puissance 7 sixièmes, plus 4 fois 1 sur t puissance 3 demi. Alors dans ce cas-là, l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur t puissance 7 sixièmes, c'est une intégrale de Riemann, hein, donc convergente, puisque 7 sixièmes est plus grand que 1. Et d'ailleurs, on a même sa valeur c'est 1 sur alpha moins 1, où alpha est la puissance. Donc là, c'est 1 sur 7 sixièmes moins 1. Donc 7 sixièmes moins 1, ça vaut 6. L'intégrale de 1 à plus l'infini de 4 fois 1 sur t puissance 3 demi. Pareil, c'est une intégrale de Riemann convergente. Alors le 4, d'ailleurs, il faut que je le sorte. Hop, c'est une intégrale de Riemann convergente qui vaut 1 sur alpha moins 1, donc 3 demi moins 1, ça fait 1 sur 1 demi, ça fait 2. Par linéarité, l'intégrale que l'on recherche, elle est convergente, et vaut 6 plus 4 fois 2. Donc 14. Voilà, comme quoi on a été ici en utilisant les intégrales de Riemann très rapide en connaissant le résultat par cœur des 1 sur t puissance alpha. Maintenant, ça ne veut pas dire que cette méthode, il faut la prendre en exemple absolu, puisqu'en réalité, on a rarement des fonctions qui sont de ce type-là et il faut reconnaître des intégrales de Riemann. Il y a souvent d'autres fonctions qui nous empêchent d'avoir un truc aussi simple, entre guillemets. Pour la b, même principe, on va essayer de retrouver une intégrale proche de celle qu'on connaisse. L'intégrale la plus proche, c'est l'intégrale de Gauss. Mais l'intégrale de Gauss, le problème, eh bien, c'est qu'elle est de la forme l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins u carré du, ce que l'on n'a pas là. Puisqu'on a l'exponentielle moins t carré, on pourrait le multiplier par exponentielle 5t, mais du coup, il y aurait une multiplication. Et cette multiplication, on ne sait pas comment s'en sortir. Comme on a une multiplication, on pourrait penser à une intégration par partie, mais tout ça serait assez compliqué en réalité. Alors, première remarque, cette fonction, elle est bien sûr continue sur 0 plus l'infini, fermée en 0. Et pour tout t appartenant à 0 plus l'infini, en fait, on va avoir les calculs suivants. Le but, ça va être d'essayer d'obtenir vraiment exponentielle moins quelque chose au carré. Et donc pour ça, eh bien, il faut reconnaître un début de carré parfait. C'est-à-dire que c'est exponentielle de moins, donc t carré moins 5t. Et donc si j'imagine que ça c'est a carré moins 2ab, du coup le b c'est 5 demi, et donc il faudrait que j'ai 5 demi au carré, c'est-à-dire 25 quarts. Mais comme j'ai ajouté ce 25 quarts, il faut que je le supprime. Donc plus 25 quarts moins 25 quarts. Donc je vais avoir exponentielle de moins t carré moins 5t plus 25 quarts, moins que je vais sortir, moins ça fait plus 25 quarts. Et donc ça va me donner d'un côté exponentielle de moins t moins 5 demi au carré plus 25 quarts.
Alors, on a un peu le même problème que là, hein, on a toujours l'addition, on n'a pas le juste exponentiel de moins u au carré. Mais le fait qu'il n'y ait plus de t dans cette partie-là change tout, puisque cette fois-ci, on peut appliquer exponentielle de a fois b et avoir exponentielle de 25 quarts en facteur devant. Et ça, c'est moins grave, puisque ça, c'est un nombre. Donc le nombre, on va pouvoir le sortir par linéarité de l'intégrale. Et il nous reste alors exponentielle de moins t moins 5 demi au carré. Donc notre intégrale de départ est évidemment équivalente à cette intégrale là. Mais l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins t moins 5 demi au carré est de même nature que l'intégrale de 0 à... Alors pas de 0 du coup. Alors on va le poser en posant le changement de variable. Donc en posant le changement de variable t égale, u égale t moins 5 demi, on obtient la limite en 0, ça va donner moins 5 demi. La limite en plus l'infini, on remplace exponentielle moins u, et du, eh bien ça vaut 1 une fois dt, donc on remplace le dt directement par du. Voilà. On peut aussi dire qu'on va faire un changement de variable avant. Or, l'intégrale de moins 5 demi à plus l'infini d'exponentielle, pardon, il manque un carré, évidemment, exponentielle moins u carré du est convergente. Alors pourquoi elle est convergente? C'est pas évident. Cette intégrale est convergente, intégrale de Gauss. Et l'intégrale de moins 5 demi à 0 d'exponentielle moins u carré du est convergente aussi, tout simplement, c'est une fonction continue sur un segment. Donc par Chasles, l'intégrale de moins 5 demi à plus l'infini de exponentielle moins u carré du est convergente. Donc, comme cette intégrale est convergente, cette intégrale avec exponentielle de moins t moins 5 demi le au carré est convergente. Et comme j'ai juste multiplié par exponentielle de 25 quarts devant, eh bien l'intégrale de départ est également convergente. Mais on n'en a pas la valeur. L'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins t carré plus 5t dt est convergente. Il y a dans ce cas-là, bien évidemment, d'autres manières de faire. L'intérêt de se ramener à une intégrale de Gauss, c'est qu'on va ensuite pouvoir calculer. Alors dans ce cas-là, on ne peut pas calculer puisque le changement de variable nous amène un nombre qui n'est pas calculable. On ne connaît pas la valeur de cette intégrale quand on ne commence pas à 0. Mais on aura d'autres exercices similaires où on calculera. Bien entendu, on aurait pu montrer aussi que exponentielle de moins t carré plus 5t, bah, c'est un petit taux de 1 sur t carré. Et comme l'intégrale de 1 sur t carré est convergente sur 1 plus l'infini, il en va de même de cette intégrale-là. Enfin, pour la troisième, eh bien, ça va être sans doute la plus rapide. L'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance 5 demi exponentielle moins t dt. C'est une intégrale gamma avec nu donc qui vaut 7 demi. Cette intégrale est convergente
et vaut, alors gamma de 7 demi, ça va valoir 7 demi gamma de 5 demi, ça va être égal à 7 demi fois 5 demi gamma de 3 demi, ça va être égal à 7 fois 5 fois 3 sur 2 fois 2 fois 2 gamma de 1 demi, et gamma de 1 demi, ça vaut racine de pi. Donc on a 35 fois 3, 105, sur 8, racine de pi. Voilà, ici le but c'est de reconnaître une intégrale de gamma qui sont à connaître par cœur. Dès que vous en avez une, évidemment, ça vous donne directement la convergence de cette intégrale. Et dans pas mal de cas, on peut trouver sa valeur. Alors dans cette troisième question, troisième partie, nous allons montrer qu'une intégrale converge en utilisant les théorèmes de comparaison, soit les petits taux, soit les équivalents, soit les inégalités. Il faut néanmoins toujours commencer l'étude d'une intégrale par l'étude de l'intégrande de la fonction qui est à l'intérieur. Donc toujours pareil, cette fonction est continue sur 1 plus l'infini. Donc le problème est bien entendu en plus l'infini. Et il faut déterminer ici, est-ce qu'on va utiliser un petit taux, une inégalité ou un équivalent. Clairement l'équivalent n'est pas possible puisqu'on ne connaît pas d'équivalent de ln de t en plus l'infini dans le cours. Et si on en avait connu, évidemment, on aurait pu utiliser la propriété du quotient, mais n'en connaissant pas, eh bien, nous sommes bloqués. Par contre, nous connaissons un équivalent de, pas un équivalent, un petit taux de ln de t. ln de t, c'est un petit taux. C'est un petit taux de t. Alors, pourquoi? Alors, quand t tend vers plus l'infini, pour les petits taux, on n'est pas toujours obligé de spécifier où est la limite, si elle est clairement identifiée. Ici, c'était le cas. Alors, pourquoi? Parce que ln de t divisé par t, quand t tend vers plus l'infini, ça va être plus l'infini sur plus l'infini, mais c'est une croissance comparée. Donc, c'est égal à 0 par croissance comparée. Ce qu'on peut réécrire sous cette forme-là. Et pourquoi cette forme-là est intéressante? Eh bien, on peut utiliser le quotient de petit taux, ln de t sur t au cube, c'est un petit taux de 1 sur t carré, quand t tend vers plus l'infini. L'intégrale des 1 sur t carré, c'est une intégrale de Riemann convergente. Donc par comparaison, eh bien, notre intégrale de départ est convergente. On rajoute l'hypothèse que pour tout t, 1 sur t carré est positif. Donc par comparaison, l'intégrale demandée est convergente. Attention toujours à vérifier cette hypothèse de positivité au voisinage du point que l'on regarde. Donc là, c'était à partir d'un certain moment. Donc quand on veut supprimer un ln, mais c'est également la même chose avec exponentielle, et qu'on veut comparer par rapport aux puissances à 1 sur t carré notamment, eh bien, il faut bien penser au petit taux, puisque l'équivalent n'est pas possible. Donc c'est un peu ce qu'on va faire dans la question B. Dans la question B, on a que la fonction t au cube exponentielle moins t carré est continue sur 0 plus l'infini. Toujours donc le problème en plus l'infini. Or, exponentielle moins t carré, c'est un petit taux alors de 1 sur t puissance 5, si on veut
Ensuite, en multipliant par t puissance 3, obtenir du 1 sur t carré. Car t puissance 5 exponentielle de moins t carré, alors la limite de ça quand t tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite avec un changement d'indice x puissance 5 demi exponentielle moins x. Quand x tend vers plus l'infini encore, on a pris x égale t carré. Et ça vaut 0 par croissance comparée. Donc, t au cube exponentielle moins t carré, c'est bien égal à un petit o de 1 sur t carré. Et on va reprendre le raisonnement précédent, finalement. L'intégrale de 1 sur t carré est une intégrale de Riemann convergente. Et pour tout t, 1 sur t carré est strictement positif, donc par comparaison, t au cube exponentielle moins t carré dt converge. C'est toujours la même histoire, l'exponentielle va très rapidement vers 0, bien plus rapidement qu'un t au cube, et donc l'aire sous la courbe reste raisonnable et reste une aire finie, alors même qu'on multiplie par t au cube. Alors ça va être un petit peu différent pour le dernier point, puisque le dernier point, là on reconnaît une équivalence classique. On commence par la fonction qui a t associe sinus de 1 sur t qui est continue. Alors, vous remarquez que par rapport à des questions où on demande de justifier qu'une fonction est bien continue et où il faut détailler la continuité d'une fonction en disant que cette fonction, elle est continue, la fonction 1 sur t est continue, puis la fonction sinus est continue aussi, et donc c'est une composée de fonctions continues. On pourrait d'ailleurs ajouter ici en tant que composé, on aurait pu rajouter en tant que produit avant, mais ici le centre de l'énoncé n'est pas de justifier très fortement que la fonction est continue. Donc ce qui signifie que sur le barème, il va y avoir assez peu de points pour cette justification de fonction continue. Si vous l'avez marqué, vous l'avez remarqué que cette fonction était bien continue sur 1 plus l'infini, si vous avez marqué en tant que composé parce que t est strictement positif, différent de 0, etc., c'est déjà énorme. Ce qu'il faut, c'est perdre le moins de temps possible, puisqu'évidemment, il faut garder du temps pour la suite. Donc on écrit le plus vite possible avec une phrase la plus claire et la plus évidente possible pour montrer qu'on a compris, qu'on a vérifié, mais ne pas en mettre des tonnes. Bien sûr, si vous en mettez des tonnes, ce sera d'autant plus, vous aurez tous les points, mais vraiment que les points sur la partie continuité, ce qui n'est pas le plus évident. On sait aussi que sinus x en 0 est équivalent à x, donc là on le modifie avec un t en plus l'infini. Sinus 1 sur t, c'est équivalent à 1 sur t. Pour t appartenant à 1 plus l'infini, 1 sur t, c'est strictement positif. Et l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur t dt est une intégrale de Riemann divergente. Là encore, il faut préciser le côté intégral de Riemann, puisque c'est le nom de l'intégrale correspondante. Il n'y a pas forcément par contre besoin de justifier dans ce cas-là que c'est parce que la puissance c'est 1 qui est égale à 1 du coup, c'est pas strictement supérieur à 1. Si vous avez envie de le mettre, vous pouvez le mettre, mais voilà, depuis tout à l'heure on justifie en disant que ce sont des intégrales de Riemann convergentes ou divergentes, et on voit que vous avez tout à fait bien compris. Donc par comparaison, si mon intégrale des 1 sur t est divergente et que mon sinus 1 sur t est équivalent à 1 sur t, par comparaison, l'intégrale de 1 à plus l'infini des sinus 1 sur t est divergente. Voilà.
Et donc, c'est vraiment très pratique d'avoir une équivalence puisque ça nous dit que c'était divergent. Si on avait eu un petit o et qu'on avait vu qu'on était tombé sur une intégrale divergente, eh bien on n'aurait pas pu conclure. Avec une équivalence, on peut directement conclure que sinus 1 sur t, c'est l'intégrale de 1 plus infini de sinus 1 sur t, est une intégrale divergente, ce qui est très pratique. Alors, dans cette dernière partie, nous allons voir des intégrales qui sont ce qu'on appelle faussement impropres, c'est-à-dire qu'elles ressemblent à des intégrales généralisées, puisque la fonction à l'intérieur de l'intégrale n'est pas continue sur l'intervalle compris entre les deux bornes. Par exemple, la fonction ici qui à x associe sinus x fois sinus 1 sur x est continue sur 0, 1 ouvert en 0 en tant que produit et composé de fonctions continues. Et pour tout x appartenant à 0, 1, on sait que x sinus 1 sur x, c'est plus petit que x fois 1, donc c'est plus petit que x. Or, la limite de x quand x tend vers 0, c'est égal à 0, par théorème d'encadrement. La limite quand x tend vers 0 de x sinus 1 sur x, eh bien c'est égal à 0. Donc finalement, cette fonction est continue et elle est prolongeable par continuité en posant le nombre 0 pour quand x vaut 0. Donc, pour plus de clarté, on va lui donner un nom à cette fonction, la fonction f. Donc, f est prolongeable par continuité en 0. Et donc, vous avez une fonction qui est finalement maintenant continue sur 0, 1. Alors, si on veut être en toute rigueur, il faudrait la noter différemment. Mais quitte à choisir un nombre, on peut choisir le nombre 0 qui permet de la rendre continue. Donc l'intégrale de 0 à 1 de x sinus 1 sur x dx est convergente. Ça se justifie, alors c'est pas une preuve mathématique, mais ça se justifie avec graphiquement. C'est-à-dire que si vous avez votre fonction qui est comme ça, donc là vous avez l'air, si vous rajoutez un point là, ou le point là, ou le point là, ou le point là, eh bien l'air va être la même, puisque vous rajoutez une aire nulle. Donc vous avez juste un point sur un trait. Donc vous avez 0 comme air. Donc, voilà différentes justifications qui font dire que quand on change juste un point d'une fonction, eh bien ça reste la même intégrale. Donc, cette intégrale-là est bien convergente avec f, puis c'est la même que celle avec f tilde. Donc si vous avez un prolongement par continuité possible, votre intégrale est directement convergente. Ça va être le même cas avec la question B. La fonction qui a x associe x ln de x est continue sur 0, 1 également. La limite quand x tend vers 0 de x ln de x, c'est 0 par croissance comparée. Donc, la fonction qui a x associe x ln de x est prolongeable par continuité sur 0, 1. Et donc l'intégrale de 0 à 1 de x ln de x dx est convergente. Voilà. On pourrait faire évidemment les calculs également pour montrer qu'elle est convergente et trouver la valeur. Voilà, si vous repérez qu'on a une fonction qui est prolongeable par continuité,
alors l'intégrale est directement convergente. Ce qui peut aider dans des cas très spécifiques, très particuliers. C'est évidemment pas les cas que vous rencontrerez le plus souvent. Les cas que vous rencontrerez le plus souvent, c'est si vous avez besoin de la calculer, de poser une intégrale partielle, une intégrale tronquée, une intégrale sur un segment, puis faire le calcul intégral et faire la limite. Et si vous ne pouvez pas la calculer, eh bien, utilisez les comparaisons. Voilà, j'espère que cette longue vidéo est très claire, elle sera peut-être même en 2 parties, puisque elle est extrêmement importante. Il y a beaucoup de choses à retenir, c'est un bilan complet sur les méthodes de calcul et d'étude de la nature des intégrales. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les forums de la classe ou en classe directement.